déjà eu une soixantaine de personnes tuées, une centaine de personnes blessées à des degrés divers et des édifices privés de culte, églises et mosquées détruits et ou incendiés. Apparemment, on veut nous faire croire que ces conflits opposeraient les communautés Belé et Konyaké. Du moins, ce que certains laissent entendre. Des rapportent que le régime guinéen serait la racine de ces troubles. Son objectif serait la création d'un foyer de tension afin de détourner l'attention nationale et internationale du double scrutin qui a eu lieu récemment. D'autres arguments soutiennent que la présence d'assaillants contre les autochtones azérégoïs serait une expédition punitive contre eux pour s'être massivement opposés au changement de constitution et au projet de troisième mandat. D'autres encore fait de cela ce que nous allons dire tout à l'heure. 5 points parmi tant d'autres semblent donner de la crédibilité aux hypothèses ci-dessus citées. Premièrement, la présence de M. Amadou Damaro Camara, président du groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel, qui est arrivé à Zérégoé quelques jours tout juste avant le conflit. Sa présence sur le terrain suscite de profondes soupçons fondées. Pour rappel, depuis quelques mois, une vidéo dans laquelle Damaro harangue une foule hystérique de Konyaké circule sur les réseaux sociaux. Dans cet instrument médiatique, Damaro Camara, dans un discours de style hitlérien, évoque la prouesse guerrière des Konyaké tout au long de l'histoire de la sous-région. De par ses assertions incendiaires, il incite tacitement le peuple konyan à aller en guerre contre d'autres Guinéens, et particulièrement ceux de la forêt. 2. La présence des chasseurs traditionnels armés, communément appelés donjou, venus de la Haute-Guinée, suscite bien d'interrogations. Sur la base des photos authentiques qui circulent sur les réseaux sociaux, il est établi que les donjous avaient été les gardiens des bureaux de vote, en appui aux forces de sécurité. Aussi, dans la période préélectorale, ces donjous quadrillent continuellement la ville de Zérégoé en compagnie des militaires coiffés de belles rouges. 3. Des sources crédibles rapportent qu'au moins une centaine de belles rouges pourraient quitter le camp de Kindia pour la ville de Zérégoé. 4. La non-intervention des forces de sécurité et de défense pour juguler les affrontements meurtriers entre belligérants. On est porté à croire que n'eût été l'attitude de passivité incompréhensible de ces forces de l'ordre, le nombre de morts n'allait pas atteindre cette proportion. 5. Le mutisme incompréhensible du président Alpha Condé depuis l'amorce des hostilités, qui remonte au 22 courant. En conséquence, le CFDF voudrait demander au président Alpha Condé de bien vouloir assurer la protection des citoyens des Zérégoé, sans considération ethno-régionale ou confessionnelle. Aussi, le CFDF demande au président Alpha Condé de retirer ou de faire retirer les donjons et les éléments des forces de défense de la ville de Zérégoé et des villages environnants.
Les premiers devraient retourner en Guinée et les seconds devraient retourner dans leur caserne d'origine. Nos dernières requêtes portent sur ces points. Premièrement, la libération des jeunes injustement arrêtés et présentés par les médias sur la base d'informations sommaires comme étant les instigateurs des troubles qui ébranlent Jérusalem. Il faut souligner que leur présence sur le terrain n'a pas été planifiée. Ils ont trouvé par la nécessité de protéger les leurs face à l'indifférence coupable de l'armée. Leur élargissement, c'est un gage certain du retour à la pacification que le gouvernement semble rechercher tant. Deuxièmement, nous demandons au président Alpha Condé de donner des instructions afin que les dépouilles des victimes mortelles nuitamment enfuies le mercredi 25 mars 2020 dans la forêt du 1er mai, soit, après autopsie bien entendu, remises à leurs parents pour qu'ils soient inhumés dans la dignité, pas comme des prisonniers ou criminels, mais comme des citoyens libres de la République de Guinée. Troisièmement, le CRDF demande aux autorités compétentes de mener une enquête sérieuse afin de rechercher les auteurs et commanditaires de ces exactions pour leur infliger des sanctions à la hauteur de leur fortitude, mais aussi de laisser les joueurs de défense des droits humains mener leurs propres enquêtes pour une crédibilité des choses. Le Conseil supérieur de la diaspora forestière se réserve le droit de porter le cas devant les institutions internationales, au cas où la justice guinéenne reste passive ou partielle. Pour conclure, le Conseil supérieur de la diaspora forestière voudrait rappeler aux gens et aux autres que les Pelé et Koniakés, depuis le temps colonial jusqu'en 1990, ont vécu dans une parfaite harmonie et convivialité. Le Conseil croit que les deux communautés peuvent et doivent cohabiter de façon pacifique. Le Conseil supérieur de la diaspora forestière enjoint à ces communautés de ne pas céder aux manipulations politiques et politiciennes qui les nuisent et les nuiraient toujours. Dr Antoine Akoye Sobogui, président du Conseil supérieur de la diaspora forestière. Je vous remercie de votre bien-aimable attention. Tel est le contenu du communiqué que le bureau de ceux qui vont tenter d'empêcher la tenue de ces élections. En plus, il est parti jusqu'à demander à ce que des militants assurent la sécurisation des bureaux de vote, comme s'il n'y avait plus la police, comme s'il n'y avait plus la gendarmerie. Les conséquences, vous les voyez en face. Les bureaux de vote, à certains endroits, en tout cas en région forestière, étaient gardés par des donceaux. Les donceaux, ce que nous savons d'eux, c'est des chasseurs traditionnels. Leur compétence, c'est dans la forêt, c'est dans la brousse, pour chercher des gibiers. À ma connaissance, il n'y avait pas de gibier dans les bureaux de vote pour nécessiter leur intervention. Avec les témoignages que nous recueillons suite à cet affrontement intercommunautaire, ces donceaux sont incriminés. Et aussi, nous déplorons
La volonté véritable. Allez-y. La volonté véritable est avérée de tuer dans cette affaire. Tout au départ, l'alerte avait été lancée. Et je me rappelle encore, le jeune journaliste Fassili Konati avait lancé l'alerte sur sa page Facebook en demandant à l'autorité administrative de prendre les dispositions pour décréter le couvre-feu parce que ce qui s'annonçait allait être fatal. Il n'a pas été entendu. Et quand des personnes étaient attaquées à leur domicile, elles ont appelé leurs proches, ceux qui avaient des relations dans les services de police et de gendarmerie, même au niveau de l'armée, ont informé. Les forces de défense et de sécurité ne sont pas intervenues. Le pasteur de l'église protestante évangélique de Dorota, dont l'église a été mise à sac, avait alerté toutes les autorités administratives. Les forces de défense et de sécurité, aucune disposition n'a été prise. Ils sont intervenus, comme on aime le dire, le médecin après la mort. Il y a eu plusieurs morts. Des personnes ont été ramassées par-ci, par-là, entachées à la morgue de l'hôpital régional des Érécourés. Les parents sont venus rechercher leur corps. Certains ont pu retrouver et identifier leur corps. On leur a promis de mettre ces corps à leur disposition le lendemain matin très tôt pour qu'ils puissent leur réserver l'enterrement qui leur conviendrait. À leur fort étonnement, quand ils sont revenus le lendemain pour récupérer les corps, on leur fait savoir que les corps sont enterrés. Alors les questions qu'on se doit de poser: qui a ordonné l'enterrement de ces corps? Qui veut empêcher la manifestation de la vérité? La réponse, vous le savez. Nous voulons mener à bien une enquête sérieuse dans cette affaire pour identifier les causes de ces morts, ce qui pourrait faciliter la tâche aux enquêteurs quant à la recherche des auteurs. Il fallait passer par l'autopsie pour savoir la... Cela n'a pas été fait. On n'a pas pu identifier les corps. Ils étaient au nombre de combien? Quelle était leur identité? Ils sont morts de quoi? À date, on ne peut pas le savoir. C'est pourquoi je l'ai dit et je le réitère ici, que je suis pessimiste quant à la réussite, quant au sérieux de l'enquête qui a été déclenchée. Avec ma petite culture juridique, je sais au moins qu'en pareille circonstance, et cela sous le fondement de l'article 363 du Code de procédure pénale, ces corps devraient être gardés à la morgue. Le médecin légiste devrait faire son travail et l'inhumation devrait être autorisée par un juge d'instruction, ce qui n'a pas été fait en l'espèce. Donc, ceux-là qui ont ordonné que ces corps soient enterrés dans des conditions aussi floues sont à interpeller. On nous apprend qu'ils auraient été inhumés dans une fosse commune dans la forêt du 1er mai à la rentrée des Érécourés. Peut-être si l'enquête est sérieuse, elle pourra nous permettre d'en savoir un peu plus. Mais ce que je vais vous dire, ce qui se passe à Érécourés s'assimile à un génocide. Ça frise un crime contre l'humanité. À la justice guinéenne de jouer sa partition. Sinon, nous allons provoquer la saisine de la Cour pénale internationale et tous ceux qui ont été les commanditaires, les auteurs, les acteurs de ce massacre
vont répondre de leurs faits devant la justice internationale. On vous a parlé ici de l'honorable Damaro Camara. Il y a la vidéo qui circule quand même. Elle est virile. Elle est fade. Je pense que ça ne doit pas être le discours d'un responsable, à plus forte raison d'un politique, fut-il député de la République. Quand on est député, on n'est pas représentant d'une communauté. Quand on est député, on représente tout un peuple. Alors quel député vante les mérites guerriers d'une communauté, c'est déplorable et c'est une honte. Monsieur, mesdames, nous avons appris la présence sur les lieux du colonel Moussa Tchegoro Camara, qui serait même en train de diriger les enquêtes. Nous nous posons des questions. Qui a envoyé Tchegoro à Zérékoué? Que fait Tchegoro à Zérékoué? En quelle qualité il agit comme ça? Je pense que la réponse à cette question vous permet aussi de vous faire une certaine idée de ceux qui, de près ou de loin, sont associés à l'organisation de ce massacre. Tchegoro Camara et le colonel Pivi, ces deux personnes sont disqualifiées désormais à se présenter en forêt pour, dit-on, assurer le maintien de l'ordre public. Nous sommes une république, il y a des CMIS, il y a des escadrons qui sont bien organisés et qui ont des structures à la base. Ces organes de l'État sont bien habilités pour maintenir l'ordre public. Mais l'expérience amère que nous avons de ces deux individus, c'est que toutes les fois qu'ils se retrouvent à Zérékoué, nous assistons à la naissance d'une crise. Et souvent une crise intercommunautaire. En 2013, Tchegoro était sur le lieu, Pivi était sur le lieu. On a assisté à la même chose. Et aujourd'hui encore, les deux sur les lieux, les mêmes phénomènes se répètent. Et ce qui est plus grave, c'est que Tchegoro incriminé dirige des enquêtes, se pointe dans des villages pour intimider. Je pense que cela ne va pas dans l'ordre normal des choses. Il faut éviter que l'enquête soit politisée dans cette affaire. Si nous voulons faire un travail sérieux, il faut confier la direction de l'enquête à des professionnels qui méritent leur travail, qui jouissent d'une certaine crédibilité. Mais si nous devons confier la direction de l'enquête à des marionnettes, à des politiques, à des partisans qui voudront, à travers cette procédure, régler des comptes, je pense qu'on n'aura pas réglé le problème. La seule chose qui doit nous unir dans la société, qui doit nous discipliner, c'est la loi. Il faut que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur et à l'égard de tous. Dans ce dossier, nous déplorons déjà, d'ores et déjà, des poursuites orientées, alors que ça ne devrait pas l'être. Nous avons vu tous ici des images qui ont circulé sur les réseaux sociaux, sur la radio d'État, sur le média d'État, je veux parler de la RTG, où on a montré des personnes qui viendraient de Kéréma. C'est beau tout ça. Il est de l'ordre normal des choses, quand tel crime se produise, que l'enquête se déroule normalement. On peut interpeller tout le monde, mais après on fait la décantation et ça bouge. Mais si à cet état,
Vous avez déjà un commandant de la 4e région militaire qui n'a pas de compétences en matière de police judiciaire, qui retient dans les locaux du camp militaire des gens. On se demande en quelle qualité il les retient, en vertu de quel titre il les retient. Ça déjà, sur la forme, on est en train de biaiser les choses à la base. Premier aspect. Deuxième aspect, nous sommes dans un état de droit. Lorsqu'un crime se commet, il y a des règles qu'on doit respecter pour rechercher des preuves, identifier les auteurs et les déférer à la justice. Nous ne comprenons pas pourquoi, dans ce dossier, on est en train de fouler au pied, on est en train de fouler à la semelle des souliers le principe sacré à la présomption d'innocence, le droit à l'image. On a déjà montré certains comme étant des coupables. Or, qu'il est encore trop tôt de savoir qui est coupable ou qui ne l'est pas. Et je pense qu'il faut beaucoup de sérénité, il faut beaucoup de proportionnalisme, moins de passion pour que triomphe la vérité dans ce dossier, pour que, enfin, qu'on ne parle plus jamais, et plus jamais, d'un affrontement intercommunautaire en région forestière. Voilà, donc quelques questions, si vous en avez. Là, ils ont des difficultés. C'est l'UFDD qui est pointé du doigt comme commanditaire, comme exécutant, comme coupable, tout court. Ce qui s'est passé à Zélégré, vous avez écouté le communiqué. Au fond, on ne peut pas appeler ça même un affrontement intercommunautaire. Non. Ce sont des politiciens en manque de visibilité, en quête de quelque chose, je ne sais quoi, qui maniganent tout ça là. Ce qui s'est passé à Zélégré, l'UFDG, en tout cas, de toutes les informations que nous avons jusque maintenant là, ne pensons pas que l'UFDG soit impliqué ni de près ni de loin. Le Conseil supérieur de la diaspora forestière, je me pose la question, ils l'ont dit, quel élément de preuve dispose-t-il pour porter une telle accusation? La seule chose que je peux peut-être leur concéder, c'est que avant les élections, ce Conseil supérieur de la diaspora forestière a pris position fermement pour conseiller à Alpha et à son gouvernement de renoncer au projet de changement constitutionnel. Ils l'ont fait, ça a été public. Et puisque cette position est connue, s'il y a des affrontements dans la région forestière dont les filles et fils composent ce conseil, on les désigne comme instigateurs. Mais la question qu'il faut se poser, quel intérêt aurait-il ce conseil pour organiser ou pour opposer ces projets et sur leur propre terrain, pour avoir quoi à la suite? Maître Pépé vous disait, en pareille situation, il faut jouer par la terre, il faut mener une enquête sérieuse. Mais nous sommes en Guinée, nous savons tous. Depuis 2000, si on descend un tout petit peu, depuis 2006-2007, qu'il y a eu des tueries de masse en Guinée, on a toujours ouvert des enquêtes. À ce que je sache, aucun de ces enquêteurs n'est venu un jour pour livrer les résultats de ce qu'ils ont obtenu comme ce qui a abouti à ces enquêtes. Nous avons les événements de janvier-février 2007. Vous avez le massacre du 28 septembre. Depuis les manifestations politiques de 2011 jusqu'à nos jours, les gens ont le compte macabre de tueries. Mais à chaque fois, on a ouvert une enquête. Sauf qu'aucune de ces enquêtes n'est close encore à ce jour. Et ça sera la même chose de ce que les gens des Zélégré ont vécu.
J'ai écouté, je crois que c'était avant-hier, le communiqué du ministre de la Justice, qui instruit le procureur général près la cour d'appel de Conakry et celui près la cour d'appel de Kankan de faire ouvrir des enquêtes. Mais dans un pays sérieux, il n'aurait même pas besoin de faire ça. Non. Dès qu'on apprend qu'il y a eu infraction, au puits de cas un crime, mais le procureur de la République près qui est dans que la chose s'est passée dans sa zone de contrôle. J'ose croire que ce n'était qu'une annonce, mais ça ne sera pas suivi de fait. Et c'est pourquoi nous avons fait DPC sur le terrain des jeunes défenseurs des droits de l'homme pour qu'ils mènent des enquêtes. Puisque un jour ou un autre, nous voulons que justice soit rendue. Dans les cas passés, il y a aussi eu des enquêtes sérieuses par des jeunes défenseurs des droits de l'homme, dont certaines ont déjà saisi des institutions internationales. Il y a des dossiers qui attendent. Un jour, le régime pourra changer. Si le régime ne change pas, on peut porter ces cas-là devant les instances internationales pour chercher à savoir des jugements. Je vous remercie.